Bonjour. Le travail que je vais vous présenter maintenant est un travail, il me semble, assez intéressant à propos de la cohérence des textes. Donc ce travail cible la cohérence de la partie. Bien sûr, dans un projet global qui traite de la production écrite, donc on verra progressivement les autres diapositives à propos de tous les détails en rapport avec la production écrite, les plans, la cohérence et ce qu'on appellerait aussi la cohésion. Alors le travail que voici cible la cohérence de la partie, notamment les éléments constitutifs de la cohésion, à savoir l'enchaînement des idées entre elles. Au moins 6 éléments qu'il faudra maîtriser, 6 éléments constitutifs de cette cohésion qu'il faut bien travailler, qu'il faut bien maîtriser. D'abord, l'anaphorisation comme premier point, puis la progression thématique, le développement du champ lexical, qu'on appellerait aussi la déclinaison du champ lexical, les organisateurs textuels ou les connecteurs, la ponctuation, l'emploi des temps et des modes, la concordance des temps. Tous ces éléments sont essentiels, sont à la base de toute cohérence, cohésion d'un paragraphe, de tous les types de textes. Et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, c'est le texte argumentatif. Alors commençons dans ces diapositives, parce que je ne sais pas par laquelle vous allez commencer, mais dans cette diapositive, il s'agit de la cohérence du texte et surtout de l'emploi des anaphores. Alors l'anaphore, comme est-on, voilà un élément indispensable aussi à la deuxième compétence qu'il faudra aussi travailler, à savoir la progression thématique. C'est en rapport l'une avec l'autre. Les anaphores avec la progression thématique comme constitutif fondamental également de cette cohésion. Alors, qu'est-ce qu'une anaphore? C'est une question de passage de phrase à phrase et comment est-ce que dans la deuxième phrase ou dans les phrases qui suivent, je peux reprendre l'information précédente afin de bien assurer la progression, parce que cohérence veut dire progresser, sans rupture. Toujours le lecteur, il devra être donc, mis en situation par rapport à ce qui a été dit. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle aussi les cataphores. Cataphore veut dire aussi ce qui présente ce qui va arriver. Tous ces termes-là, ils sont des termes qu'on utilise dans ce qu'on appelle bien sûr la grammaire de texte. Cataphore, ça veut dire quand je vous dis par exemple, il y a deux raisons fondamentales à l'origine de ce phénomène. Ce phénomène dont je viens de parler, donc c'est une anaphore, mais deux raisons que je vais énumérer par la suite, c'est une cataphore, ça veut dire des mots qui annoncent ce qui va suivre. Alors commençons maintenant par les anaphores. L'anaphore est la reprise. C'est une reprise, elle peut être lexicale ou grammaticale. C'est une expression lexicale ou grammaticale, qui renvoie à un élément cité précédemment dans le texte. Ce référent peut être un mot, une idée, ce référent, c'est-à-dire ce à quoi on réfère, ce dont j'ai besoin de parler, ce dont j'ai besoin de parler, ce que je dois rappeler pour bien installer l'information nouvelle. Ce référent peut être un mot, une idée. Je peux reprendre une idée, me référer à un personnage, à une action, à une série d'actions, à un fait, à un lieu, à un comportement, à une réalité, bref, à tout ce dont je viens de parler avant dans un texte, dans un paragraphe. Notez bien, afin de progresser dans notre réflexion, autrement dit en ajoutant des informations à chaque fois nouvelles, parce que c'est ça la cohérence, c'est ça le problème de la production, c'est comment ajouter l'information nouvelle à l'information précédente. Donc on peut ou on doit, parfois, on peut également se référer à l'information qui précède de deux manières différentes. D'abord par des reprises lexicales, des mots, un lexique, par exemple cette situation, ce bonheur, ces activités, ces loisirs, les loisirs dont je viens de parler, ça c'est lexique.
lexicale, une anaphore lexicale, une reprise lexicale. Elle peut être aussi grammaticale ou pronominale dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'une reprise lexicale? Alors, quels sont les types de reprises lexicales? La reprise lexicale, elle peut être par, pas de reprise de tout, hein, par l'ellipse. L'ellipse, on évite de le dire. Et surtout quand on est face à une énumération d'actions faites par un seul personnage. Comme ici, regardez, le condamné, jeune homme cultivé et bien éduqué, souffre moralement, mais arrive quand même. Arrive, c'est-à-dire là, j'ai omis, j'ai élidé, je n'ai pas repris l'information précédente par le mot il, ou bien ce jeune condamné, parce que c'est clair, mais arrive quand même à écrire le journal de ses souffrances et de sa pensée. Il nous apitoie, nous fait réfléchir, il nous fait réfléchir, au lieu de dire il nous fait réfléchir, et finalement bouleverse nos convictions sur la peine capitale. Donc là, l'ensemble vide veut dire que ce jeune homme n'a pas été rappelé, on appelle ça une reprise par une non-reprise, donc une reprise sous-entendue, c'est-à-dire par une ellipse. Voilà, le pronom est omis car il n'est pas obligatoire. Et voilà, nous avons surtout là, on utilise surtout cette ellipse avec des actions coordonnées ayant le même acteur, le même sujet. Maintenant, passons à la reprise fidèle. Quand on dit une reprise fidèle, une anaphore fidèle, c'est par opposition à une autre qui serait infidèle. Fidèle par opposition à celle qui serait infidèle. Alors, qu'est-ce qu'une reprise fidèle? Tout simplement, c'est le fait de réutiliser le même mot parce qu'on ne trouve pas un autre ou parce qu'on veut insister. Seulement, par exemple, le narrateur est un jeune homme condamné à mort. Ce jeune homme, autrement dit, là, le jeune est repris par ce jeune ici, donc sans vraiment faire un effort de conceptualisation, de synthèse, de reprise, de périphrase, expressive ou rien, donc je n'en ai pas besoin, oui, et on peut l'utiliser aussi pour insister. Donc c'est une simple répétition d'un référent précédent. Sachez que ce procédé-là, en comparaison avec une autre anaphore, comme une périphrase par exemple, il est assez pauvre, il montre une certaine pauvreté lexicale. Passons maintenant à l'anaphore infidèle. On peut, par exemple, reprendre le jeune homme dont on vient de parler par le père de Marie, parce que on le sait, donc c'est le jeune condamné, il est père de Marie. On peut également parler de Marie en utilisant une anaphore infidèle, l'enfant de 3 ans ou la petite orpheline. Infidèle, ça veut dire que ne se contente pas de répéter, mais il ajoute également une idée sous-entendue. Rappelons que, ou sachez que l'anaphore infidèle nous permet d'orienter subjectivement ou objectivement notre phrase, notre anaphore. Quand je dis par exemple l'enfant, cette pauvre orpheline, c'est pas seulement cette petite fille. Pauvre petite fille, ça rajoute encore plus de subjectivité à ce référent-là. Donc, une anaphore infidèle est préférable à une simple reprise fidèle qui se contente de répéter. En effet, les répétitions sont signes de pauvreté lexicale, donc utilisez les reprises fidèles, mais pas trop. La reprise infidèle permet d'ajouter de nouvelles informations qui impliquent une orientation subjective ou objective. Autrement dit, un jugement valorisant, dévalorisant ou neutre. Quand je choisis, par exemple, une expression, quand je dis seulement le père de Marie, eh bien, c'est neutre ou objectif. Quand je dis, par exemple, ce pauvre jeune homme, eh bien, c'est plutôt subjectif. Donc, l'anaphore est orientée subjectivement. Exemple, le narrateur... On va voir comment ce narrateur il sera repris par la suite, a écrit le journal de ses sentiments et de ses pensées. À travers un témoignage poignant, ce jeune homme
instruit et cultivé. Alors là, le narrateur devient ce jeune homme instruit et cultivé a voulu rendre les lecteurs sensibles à l'injustice de la peine de mort, ou à l'injustice que constitue la peine de mort. Il me semble en plus qu'il est impossible de ne pas avoir pitié de ce père de ce père de famille exemplaire, donc, parce qu'il aimait tellement, il était disponible, prêt. Donc, rappelez-vous ce chapitre où il rappelait son rôle de père et l'amour, oui, qui régnait dans la famille en grande partie grâce à sa présence. Et puis, en vérité, il s'agit d'un être humain digne, c'est un être humain digne de respect. Donc là, vous avez une anaphore infidèle, donc parce que elle oriente subjectivement en utilisant une périphrase expressive. Alors, l'anaphore associative, là, c'est un autre exemple très, très intéressant de la reprise. C'est l'association. Regardez, par exemple, là, ce jour de fête, l'enfant arrive au Mpside. Voilà, tout le monde sait ce que c'est que le Mpside. À l'aube, puis point, et puis le maître. Quand je dis le maître, je peux commencer la phrase suivante par le maître, mais le maître, ça veut dire le maître du Mpside. Donc, je ne suis pas obligé de dire le maître de ce Mpside, n'est-ce pas? Donc, le maître était souriant. La baguette de ce frère, donc la baguette est associée au maître, a disparu. Les condisciples, c'est-à-dire les écoliers qui étudient dans le même Mpside que cet enfant-là, les condisciples de l'enfant Mpside, portaient tous des gilets de couleur vive. L'odeur, l'odeur Mpside, désagréable, de la sueur s'est évaporée pour céder l'atmosphère, également l'atmosphère du Mpside, pour céder l'atmosphère à l'odeur envoûtante du bonjoin et de l'encens. Alors, toutes les anaphores, les reprises en bleu, sont associées aux mots, aux référents en vert. Et on peut également voir une autre association. Par exemple, ce jour de fête, il est en rapport avec les gilets de couleur vive. Eh bien, les gilets de couleur vive sont, l'indice d'une fête. On porte ces gilets pour la fête. Et puis, l'odeur envoûtante du bonjoin, l'encens, et on l'utilise dans une ambiance de fête. Donc, c'est cette anaphore associative, elle a l'avantage de faire progresser le discours, mais en même temps attirer l'attention du lecteur sur un aspect particulier. On l'utilise très souvent, cette anaphore associative, dans les descriptions. Passons maintenant aux anaphores conceptuelles. C'est le concept. C'est une anaphore qui synthétise. On a l'habitude de l'appeler comme ça raison petit parce qu'elle résume. C'est une façon propre à l'auteur, à l'énonciateur plutôt, de rappeler ce dont il est question. Quand par exemple, il peut dire par exemple dans une phrase d'abord agir, aller, venir, courir, danser, etc. C'est le contenu de la phrase précédente, point, c'est enthousiasme. Donc, ces activités-là, ils peuvent être reprises de façon résumée, de façon subjective, à sa manière. Donc, chacun, il peut résumer ses actions comme il veut. Pour cet annonciateur, ça peut être l'enthousiasme, mais pour certains d'autres, ces actions, cette frénésie, ces actions qui dérangent, etc. Donc chacun, il peut orienter comme il veut, en conceptualisant comme il veut. Donc c'est une reprise qui résume. D'accord? C'est l'anaphore conceptuelle. Donc on peut par exemple dire par un pronom tout cela, tout ceci, donc c'est par un pronom, ou une anaphore lexicale, cette question, ce problème, c'est ce bonheur, cette ambiance festive, etc. Ce procédé permet au lecteur de voir comment l'auteur lui-même voit ses propres idées, comment est-ce qu'il les interprète, il les voit de son propre point de vue. Passons maintenant
aux anaphores pronominales, aux reprises pronominales. Bon, voilà, tous ces pronoms-là, donc ce sont bien sûr des leçons de grammaire qui vous ont appris ça, mais il faudra que ce que vous avez appris, que vous le mettiez en rapport avec la progression et la cohésion d'un paragraphe, la progression des idées dans un paragraphe pour assurer la cohérence et la cohésion. Un pronom personnel, il, elle, lui, eux, leur, donc on peut utiliser, on doit utiliser à la fois pour éviter la répétition et pour assurer bien sûr la continuité. Un pronom relatif, qui, que, dont, ou, auquel, pour lequel, sans lequel, envers lequel, dans lequel, sont quoi, hein, etc. Ce sont des anaphores qui nous assurent la progression dans une phrase ou dans un texte. Des pronoms démonstratifs, celui-ci, celui-là, celle-ci, etc. Un pronom possessif, le mien, le tien, le nôtre, le vôtre, le leur. Par exemple, dans une phrase, quand je dis les parents de tous mes camarades, ils sont autoritaires, mais les miens, ils sont vraiment compréhensifs, gentils. Les miens, ça veut dire mes parents. Une reprise intéressante ici. Alors, des pronoms indéfinis. Les uns les autres, certains d'entre eux, par exemple, dans un texte argumentatif, je pourrais par exemple parler de citoyens. Beaucoup de citoyens sont contre la peine de mort, où tout le monde n'est pas d'accord à propos de cette peine. Les uns disent ceci, les autres défendent de cela. Certains d'entre eux même disent qu'il faut. Hein. Donc là, c'est toujours un bon moyen d'assurer cette reprise. Les numéros ordinaux, le premier, le second. Le premier, après avoir cité deux éléments ou trois éléments successivement, eh bien, dans le premier cas, il s'agit d'eux, mais dans le second cas, il est question de un adverbe de lieu. Vous pouvez également, dans un texte, parler de la place d'un mot cité préalablement dans la première ligne, ou comme indiqué ci-dessus, par exemple. Un adverbe de temps, tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on l'a expliqué précédemment, etc. Les connecteurs, ils jouent aussi un rôle anaphorique. Comment cela? Ainsi, c'est venir de cette façon, de cette manière-là. Ainsi, c'est en même temps un lien logique qui assure la conséquence ou l'explication, ou il peut introduire un exemple. Mais également, il nous réfère à ce qui précède. C'est-à-dire, ce qui précède me permet de dire. Donc, ainsi, on peut confirmer que de cette façon, de même, le mot de même, un connecteur qui assure également cette cohérence. De même, au début d'un argument, on veut dire que voilà, c'est un argument qui a la même importance que celui précédemment évoqué. C'est pourquoi, c'est-à-dire c'est pour cette raison-là que je viens d'expliquer. À cet effet, pour cela, c'est la raison pour laquelle, également, il s'ensuit que, c'est-à-dire il découle de ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc toujours ces expressions-là, ces liens logiques réfèrent à ce qui précède pour ajouter une information, un exemple, une déduction, une conclusion. En témoigne l'exemple 2. En témoigne, ça veut dire témoigne de cette situation. On en déduit de cela, n veut dire de cela, la preuve en est que, etc. Alors tous ces éléments-là sont des anaphores, pronominales, qui, en plus des anaphores lexicales, peuvent participer avec les autres moyens qu'il faudra également expliquer par la suite à la cohésion d'un paragraphe ou d'une partie de texte.